Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, face à André Berkov, deux invités pour parler des vaccins, faire un grand point sur les vaccins, alors que justement les Pays-Bas et l'Irlande ont décidé de suspendre la vaccination avec AstraZeneca. Il était temps de faire un point avec notamment Alexandra Orion-Caude, qui est généticienne, ancienne directrice de recherche à l'INSERM et directrice de l'Institut de recherche à Simplissima, et avec Christophe Prudhomme, qui est porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et urgentiste lui-même au SAMU de Bobigny. Alors effectivement, d'abord je remercie et Christophe Prudhomme et Alexandra Orion-Caude qui est avec nous en Zoom d'être là. Et on voudrait faire un peu un état des lieux. On ne va pas tout traiter évidemment, mais on va essayer de se savoir. L'important c'est la dose, certes, et la dose c'est fait rare, mais au-delà de la dose, qu'est-ce qui se passe, où on en est exactement. Je rappellerai juste quelques chiffres. En France, pour parler de la France, plus de 5 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus en France, soit 7,60% de la population française, et 3,3% ont reçu une seconde dose. Voilà. Donc on est effectivement, on le sait, mais je le rappelle, moins on est en retard par rapport à la population des Royaumes-Unis, etc., et évidemment par rapport à Israël, qui ont vacciné très très massivement. Et en même temps, alors il se passe des choses, il y a toujours cette polémique extrêmement forte, il faut le dire, entre un certain nombre de vaccins, les vaccins dits de thérapie génique, les ARN messagers, et puis d'autres vaccins, et surtout entre, je ne dirais pas les anti-vaccins et les pro-vaccins, c'est pas le problème. Et puis on est déjà à des dizaines de millions de personnes vaccinées. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe exactement? Et je voudrais demander à Alexandra Orion-Caude, bonjour. Bonjour André. Bonjour. Alexandra Orion-Caude, alors vous, dans votre position concernant ce qui se passe sur les vaccins, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un certain recul. Ça fait 3 mois, et même plus, qu'en Amérique, en Russie, avec le vaccin russe, en Israël, n'en parlons pas, et puis en France, en Angleterre, un peu partout, on vaccine, et on vaccine massivement. Bien, vous êtes sur quelle position là-dessus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ? Mais écoutez, j'aurais tendance à féliciter notre gouvernement. Vous avez dit que nous étions en retard. Je considère que quand on est en phase d'évaluation de produits, puisque l'essai clinique de ces produit est toujours en cours, la phase 3 est toujours en cours, je pense que nous ne sommes pas en retard. Et d'ailleurs, ça nous permet justement de bénéficier non seulement des résultats des essais cliniques en cours, mais aussi des expériences de nos voisins. Donc, je pense qu'on a du coup, par rapport à notre position, différents éléments de réponse ou d'observation qui sont drôlement intéressants, certains qu'on pouvait anticiper, d'autres qu'on ne on peut anticiper. Alors, ni on ne peut... lesquels précisément, pour vous donner quelques exemples? Par exemple, dans les éléments qu'on peut déjà, en fait, moi, ce que je trouve important, c'est quand même de dénoncer le fait qu'il faut réclamer inciter à la prudence. Finalement, pourquoi les Pays-Bas et l'Irlande et tous ces autres pays, Danemark, ont suspendu leurs essais? Simplement... Leurs essais d'AstraZeneca, oui. Leurs essais d'AstraZeneca, absolument. Le mot était prudence. Et quand vous lisez les textes de notre gouvernement et qu'ils disent sur mesvaccins.net qu'il n'est pas exclu que les mécanismes mis en jeu puissent intervenir associés à des facteurs individuels pour favoriser la formation de caillots, on se dit principe de précaution. Soyons prudents et regardons un petit peu la situation. C'est important de ne pas réfuter ce principe de précaution dans la mesure où on a, ce que je vous disais, c'est les résultats dans les différents pays qui ont beaucoup vacciné. Et ça, quand même, oui, mais les résultats ne sont pas... Alors, je vais vous donner... on va continuer à en parler. Vous dites prudence, vous dites principe de précaution. Bon, mais il y a eu des dizaines de millions de personnes vaccinées. Alors, Christophe Prudhomme, est-ce qu'on peut dire qu'il y a que les résultats aujourd'hui incitent plus à la prudence et au principe de précaution, ou le contraire? Non, le contraire.
Nous pouvons être inquiets au début. Vous voyez, la mise au point d'un vaccin aussi rapidement, avec des laboratoires qui ne jouaient pas forcément le jeu, puisqu'ils ont eu l'autorisation de mise sur le marché avant même que nous, médecins, ayons les éléments des études. Là, la vraie vie a montré, que ces vaccins, oui, comme tout médicament, peuvent avoir des effets secondaires, mais qui pour l'instant n'inspirent pas d'inquiétude particulière. Et puis, vous savez, la médecine, c'est toujours le rapport bénéfice-risque. Pour quelques cas, pour l'instant, aucune preuve n'a été faite, mais pour quelques cas, appliquer le principe de précaution, alors que nous sommes dans une crise très grave et que la vaccination a montré qu'elle était efficace. Vous savez, moi, au quotidien, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les personnes vaccinées, en particulier les plus fragiles, dans les EHPAD, on les voit de moins en moins aux urgences et en service de réanimation. Donc pour vous l'avez constaté, vous, en tant que c'est des centaines de vies qu'on sauve, enfin, rien que pour la France. Avec la vaccination, pour quelques effets secondaires. Le principe de précaution, vous savez, c'est le mouvement de balancier. Parce qu'il y a eu des abus et qu'on n'a pris aucune précaution, que ça soit sur les pollutions chimiques, y compris les médecins, où on a caché un certain nombre d'effets secondaires de vaccins, de médicaments, de fautes médicales. Il y a là le mouvement de balancier. Donc on applique le principe de précaution à tout et n'importe quoi. Faut toujours raison garder et toujours rapport bénéfice-risque pour le patient. Et pour le vaccin, écoutez, aujourd'hui, oui, il y a peut-être un problème avec AstraZeneca, peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi ne produisons-nous pas assez de vaccins pour que les campagnes de vaccination s'accélèrent, parce que vous avez cité des exemples, mais moi, je voudrais en citer d'autres qui sont beaucoup plus catastrophiques pour la France. Le Maroc, 2 fois plus de personnes vaccinées que chez nous, la Serbie 3 fois plus. Ce ne sont pas des pays que l'on connaît pour l'excellence de leur système de santé. Donc il y a un véritable problème. Je ne crois pas que nous sommes dans un jeu de course de celui qui vaccine le plus. Je crois que, enfin moi, ou alors j'ai pas compris. Écoutez, le problème c'est que la course, pour moi au quotidien, c'est moins de malades à l'hôpital, vous voyez. Voilà, justement, il m'a semblé que le but du jeu, c'était même pas forcément de gérer les flux à l'hôpital, mais véritablement de gérer le nombre de décès. Et si à ce moment-là, on prend simplement ce critère du nombre de décès, eh bien, nous sommes en mesure de dire que la stratégie vaccinale telle qu'elle a été envisagée en Angleterre, en Israël, aux Émirats arabes unis, est une catastrophe, c'est-à-dire un échec flagrant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En raison de la létalité, de la mortalité. Oui, allez-y. C'est ça. Ils ont essuyé dans ces. Alors, quand on n'a qu'un seul pays, on peut se dire bon, c'est pas de bol, c'était un pays. Quand on a 2 pays, on se dit c'est quand même pas de bol. On a 2 pays. Quand on a 3 pays où systématiquement et quel que soit le vaccin, post-vaccination, nous avons eu un bilan le plus meurtrier de toute l'histoire Covid de chacun de ces 3 pays. Je répète parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas du tout entendu en France. L'Angleterre, Israël et les Émirats arabes unis ont vécu le pic le plus meurtrier de toute leur histoire Covid post-vaccination. C'est un fait. Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, madame. Allez sur Worldometers, allez sur Our World in Data, vous aurez toujours les mêmes. C'est simplement les nombres de décès. Je ne vois pas quelles sont les bases de données que vous regardez. Si vous avez écoutez, moi, c'est mon activité quotidienne. Vous voyez, moi, je suis clinicien. Vous êtes en Israël ? Non, mais je sais. Non, mais je vous parle de la France. Vous avez le don d'ubiquité. Mais madame, je vous parle de la France. Je vous parle de la France, et c'est mon activité quotidienne. Concrètement, là, ce que je constate, c'est que nous avons plus de patients plus jeunes. Ça ne veut pas dire que ces patients sont en plus grand nombre atteints. Mais par contre, nous avons beaucoup moins de patients âgés, en particulier en provenance des EHPAD. Et a priori, ce bénéfice a été obtenu par la vaccination. Donc après, on peut faire des plans sur la comète. Mais écoutez, l'histoire quand même nous a montré que les grands progrès en termes de santé de la population sont liés à 2 causes. C'est la qualité de l'eau et la vaccination. Le reste de la médecine, c'est pas grand-chose. Vous voyez, oui, on soigne des cancers, on peut gagner quelques années de vie, mais enfin, dans chaque fratrie, jusqu'au début des années 60, vous aviez un enfant qui mourait en bas âge d'une maladie infectieuse. Grâce à la vaccination, on a quand même
fait des progrès. Alors aujourd'hui, que l'on prenne des précautions, oui, mais alors dire que la vaccination ne sert à rien, je trouve que c'est un peu fort de café. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ouais. Non, j'ai dit que c'était le résultat de 3 campagnes de vaccination massive, ce signe d'un échec épouvantable. C'est pas exactement ça que je dis. Alexandra, je veux pas jouer l'avocat vaccin ou anti-vaccin, c'est pas mon rôle. Oui, moi, je suis là justement pour vous faire. Mais il n'empêche En plus, en fait, je sais pas pourquoi on fait cette espèce de débat vaccin anti-vaccin. C'est complètement. Enfin, je veux dire, bon, soit. Non, c'est pas vaccin anti-vaccin. C'est par rapport au vaccin Covid. De même que j'ai pas de conflit d'intérêt, je ne suis pas une personne anti-vaccin. Donc, on s'en fiche du combat vaccin anti-vaccin. Pour moi, non, moi je voudrais revenir. C'est pas quant une question. à réduire la médecine à l'apport des vaccins, les apports des antibiotiques, vous le savez, étaient colossaux. Je trouve que votre raccourci est saisissant. Mais qu'importe. On va parler du traitement. On va parler du traitement. Non, mais juste moi la question que je vous posais, quand vous dites que non, mais c'est là-dessus, c'est pas vaccin anti-vaccin. Vous avez dit qu'il y a les 3 pays, ça a été catastrophique. En Israël, pour parler que d'Israël, moi je n'en sais pas plus que vous, que d'eux. Mais enfin, il y a eu une vaccination massive. Pratiquement aujourd'hui, 2/3 de la population israélienne ont reçu la première dose. Je ne sache pas, mais alors peut-être qu'il le cache, qu'il y a eu des drames épouvantables. Il y a eu effectivement un nombre important de gens qui ont été... Mais ça n'a pas... Si ça avait été... Ça aurait dû être un cluster de folie, quoi. On aurait dû avoir... Il y a eu quand même sur 9 millions d'Israéliens, il y a eu pratiquement 5 millions de vaccinés. Donc on aurait je le répète, cher André, regardez les données sur Our World in Data. Alors, je les ai simplifiées, je les ai tweetées sur mon compte. Vous verrez les graphes, mais de toute façon, c'est des données que tous les scientifiques et la communauté internationale utilisent. Le pic épidémique, on s'entend. Vous savez, ce qu'on a vécu en printemps. Oui. Eh bien, l'Angleterre l'a vécu au printemps aussi et a vécu un pic bien plus important, en fait, là, post-vaccination. En Israël, de toute l'histoire de Covid d'Israël, le plus important pic épidémique en termes de décès, donc c'est quand même grave quand on parle de décès, était post-vaccination. Aux Émirats Arabes Unis, le pic le plus important de mortalité de l'histoire Covid de leur pays était post-vaccination. Vous ne pouvez pas simplement dire j'ai pas accès aux données alors qu'elles sont des données publiques, que aller sur mon compte Twitter, c'est aussi une donnée publique, si vous voulez vous simplifier la vie. Mais madame, cette vaccination, elle est tout à fait récente. Là, vous expliquez le pic de mortalité aux malades qui ont été contaminés. Elle est à peu près depuis le 20 décembre. Pour l'instant, la mortalité est due à des gens qui se sont contaminés, qui ont été hospitalisés, qui restent assez longtemps hospitalisés et qui décèdent. Donc, vous expliquez des choses qui... La vie va très vite en ce moment. Vous avez une vaccination, les taux de vaccination dont nous parlons a été obtenu très récemment. Mais je peux vous dire, vous me parlez de pays avec des chiffres que vous exploitez, vous dites que vous n'êtes pas anti-vaccin, mais en fait ce que vous dites c'est que le vaccin ne sert à rien, donc c'est quand même dire qu'il ne faut pas se vacciner. Bon, donc moi je veux bien, mais il arrive un moment donné, moi je vous dis dire des choses que j'ai absolument pas dit depuis le début. Et en tant que médecin qui prend en charge des patients, aujourd'hui je suis très satisfait de ne pas aller tous les jours dans des EHPAD pour prendre en charge des personnes qui sont gravement malades, qui décompensent du fait de l'infection virale. Alors je veux bien qu'il n'y ait pas de relation de cause à effet entre le vaccin et le fait qu'il y ait moins de personnes infectées en EHPAD, mais alors quand même, à ce moment-là, on ne croit plus à rien. Restez avec nous, le débat continue, le débat est passionnant, et après une petite pause, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alexandra Henrion-Caude, généticienne, ancienne directrice de recherche à l'INSERM, directrice de l'Institut de recherche Simplissima. Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et urgentiste au SAMU de Bobigny. Moi, ce que je crois, c'est que effectivement, il ne faut pas poser de questions anti et pro, mais il faut poser la question de ce qui se passe et comment ça se passe. Juste un mot après l'intervention de Christophe Prudhomme. Alexandra, vous avez parlé, vous avez parlé d'Israël, vous avez parlé des Émirats Arabes Unis, vous avez parlé de l'Angleterre, mais par exemple, l'exemple de l'Amérique, où il y a eu
pratiquement plus de 20-25% de la population américaine qui est déjà vaccinée. Et apparemment, en tout cas, tout est en train de s'ouvrir là-bas. Pas tous les États, mais beaucoup d'États, etc. Et de reprendre une vie dite normale. Est-ce que là, vous avez constaté aussi plus de cas que d'habitude, etc. Alors, du coup, ça me permet de vous faire un petit cadeau, André. Vous savez, comme j'aime bien faire un petit cadeau, désolée pour Christophe, je n'en aurai pas, mais j'en aurai un pour vous, qui est, en fait, j'ai bien regardé les bases de données, vous savez, américaines, le fameux VAERS, qui permet de regarder dans le détail ce qui s'est passé, justement, dans une autre granularité. Il se trouve que lorsque vous regardez pour tous les vaccins enregistrés, qui ne soient pas des vaccins Covid, vous avez une fréquence de décès dans les effets indésirables qui d'habitude... Tout vaccin confondu pour tout vaccin confondu. Oui, tout vaccin confondu, vous avez une fréquence. Donc en fait, on regarde les effets indésirables. Et là, on regarde la proportion, le pourcentage de décès parmi dans ces événements indésirables, le décès étant évidemment un événement indésirable. Eh bien, nous tournons en général à 0,3%. Entre 0,2 et 0,3. Vous voulez dire effet indésirable, mort comprise ou mort là, donc, effet indésirable, mort comprise, et la fréquence des décès parmi ces effets indésirables est de 0,3%. 0,3%. D'accord. Pour les vaccins Covid mis en œuvre aux États-Unis, nous tournons à 3,9%. Cela représente un risque relatif de 15 fois plus de chances de survenue d'un décès dans ces effets indésirables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un historique jamais vu d'un vaccin avec des conséquences jamais ni anticipé, si anticipé par certains d'entre nous, parce que nous connaissions différents phénomènes biologiques qui nous appelaient à la prudence depuis le début. Cependant, de là à tomber sur des tels chiffres, là, je dois avouer que on est tous un petit peu surpris. J'ai partagé ça avec des collègues et on est très très alertés. Donc finalement, en fait, nous, on rassemble des petites pièces de puzzle en se disant zut, c'est une catastrophe. Les pics de décès les plus meurtriers, les 15 fois plus de fréquence de décès dans les effets indésirables aux États-Unis, ce sont autant de paramètres très importants à prendre. Non, j'ai bien entendu et on vous a bien entendu. Oui, parce que c'est quel que soit le... En fait, là, on est en train de faire le procès AstraZeneca. Il a bon dos, le AstraZeneca, parce que, je veux dire, il s'agit de tous les vaccins. C'est ce que vous avez dit. Coronavirus. C'est ce que vous avez dit. Alors, effectivement, non, mais le problème, on revient au bénéfice-risque, effectivement. Mais il faut savoir, et il faut poser le problème, est-ce que parce que c'est, et je fais toujours l'avocat de la partie adverse, mais des deux côtés, est-ce que parce que c'est 15 fois plus ou 3% qu'il faut lâcher l'affaire? Il est là le problème. Il est vraiment là. Vous reprenez ces chiffres. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que, évidemment, d'où sortent ces chiffres. Je suis quand même très étonné. Je suis quand même très étonné. Monsieur. Voilà. On va affoler vos auditeurs avec des chiffres, pour moi, que je ne connais pas, mais pour l'instant, dans tout ce que je lis, et je lis la bibliographie tous les jours sur les vaccins, je ne vois pas ces chiffres apparaître. Donc c'est quand même assez étonnant parce que toutes les grandes revues, mes collègues, ont fait des staffs tous les jours pour voir l'évolution effectivement de la bibliographie, parce qu'il y a des inquiétudes. Je ne vois pas ces chiffres. Et là, c'est particulièrement étonnant quand même, alors qu'il y a des vaccins qui ont été mis au point par différentes entreprises, avec des techniques différentes, avec des techniques très différentes, que tous apportent autant d'effets négatifs, que l'on se pose la question aujourd'hui, légitime, par rapport à AstraZeneca. Voilà, bon, oui, mais alors que tous les vaccins entraînent une surmortalité, je suis très étonné quand même. Non, voyez, les vaccins ma question aujourd'hui, attendez, je termine. Ma question aujourd'hui, c'est que moi, je crois fondamentalement aux effets bénéfiques de la vaccination en général. Enfin, depuis Pasteur, ça, c'est une religion. Pasteur, je crois aux bénéfices de la vaccination. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des vaccins qui sont de plus ou moins bonne qualité. On le verra. On les a mis au point très rapidement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on utilise les vaccins actuels, qu'on les améliore, qu'on en mette au point de nouveaux, pour qu'on puisse effectivement
pouvoir Allez réduire vers cette le- épidémie. Voilà, la polémique aujourd'hui nous expliquer que ce vaccin fait mourir. Non, écoutez, c'est pas. Moi, je pense que ce n'est pas raisonnable qu'il y ait des effets secondaires et qu'il faille faire attention et qu'il faille suivre effectivement les choses. Mais pour l'instant, moi, je suis désolé. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont été vaccinées. J'ai participé à la vaccination. Je n'ai pas constaté sur le terrain ces effets, soi-disant catastrophiques de la vaccination, avec une mortalité parce qu'on a été vacciné. On se retrouve juste après les informations avec vous deux et on continuera à en parler. Je pense qu'effectivement, on est très, très, très frais dans cette histoire et peut-être qu'il faut un peu de recul. Mais ce recul-là, évidemment, quand il y a des gens qui meurent, on ne l'apprécie pas de la même façon. À tout de suite après les informations et avec les auditeurs de Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Non, les carottes ne sont jamais cuites. Et je voudrais quand même qu'on dépasse, en tout cas qu'on reste évidemment dans ce débat, non pas en le dépassant, mais en parlant de quelque chose qui est très important. Et je voudrais vous demander à tous les deux, aussi bien à Alexandra Henrion-Caude qu'à Christophe Prudhomme, le problème de la liberté de vaccination. On a beaucoup parlé de Code Nuremberg qui disait que les gens peuvent effectivement la protection du corps humain, mais c'est un problème vraiment important qui dépasse effectivement le problème de l'AstraZeneca ou pas de l'AstraZeneca, encore qu'on peut l'aborder, hein, et il doit être abordé, mais au fond, aujourd'hui, le problème qui est posé à tout le monde, que ce soit le corps médical, les citoyens, etc., ok. Bon, à supposer que je trouve que la vaccination apporte des choses, ou évidemment, a fortiori, si je trouve que la vaccination n'apporte pas, le problème de la liberté, est-ce qu'il doit rester un problème de la liberté de chacun ? Ou c'est un problème en disant mais attention, vous risquez effectivement de contaminer ou de transmettre, ou etc. etc. Pourquoi j'en parle ? Parce que Thierry Breton, le commissaire européen, a dit que le passeport vert européen serait prêt avant les vacances d'été, donc dans 2 mois, et que ce passeport indiquera qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, qu'elle en a guéri ou qu'elle a reçu un résultat négatif au test. C'est-à-dire qu'il recommande, et ce sera en principe, il présente ça comme une obligation, que voilà, tout le monde devra avoir son passeport vert européen. Alors, Alexandra Henrion-Caude, qu'en pensez-vous ? Bon, vous imaginez un petit peu que pour moi, la santé, elle est évidemment une notion individuelle. En plus, elle répond à beaucoup d'aspects. Hein. Ça veut dire que c'est philosophiquement, c'est le corps de chacun. Et il y a vraiment un aspect très, très, très intime qu'il faut sauvegarder. Alors on se retrouve dans le problématique toujours fondamentale de la santé individuelle versus la santé publique. Et l'obligation me semble évidemment, quel que soit le type d'obligation en matière de santé, un aspect non seulement dangereux, mais en fait véritablement utopique. Et c'est ça qui est plus grave, c'est parce que chacun sait dans ce milieu que il y a toujours des cas individuels et la diversité est là qui nous montre que on ne peut pas décider généraliser, avoir une généraliser. Unique, quoi. Et je trouve que en ce sens-là, on ne parle pas assez du fait que par exemple Israël, dans son passeport sanitaire vert ou autre, eh bien, a précisé que vous pouviez avoir une immunité naturelle, chose sur laquelle notre gouvernement, dans toutes ses recommandations, l'autorité de santé, la haute autorité de santé et autres, insiste. Effectivement, on a cette immunité naturelle. Et donc, dès lors, il y a différents cas de figure. Vous pouvez avoir une allergie qui fait que vous ne pouvez pas être injecté. Vous pouvez avoir une phobie psychiatrique des aiguilles et vous ne pouvez pas être injecté. Les conséquences psychiques, donc, psychologiques et autres. Oui, d'accord. Voilà, vous pouvez avoir une condition médicale qui fait que donc en fait l'obligation, on est dans l'utopie politique et d'une certaine façon ça rejoint à tout ce qu'on vient de vivre jusqu'à présent. Quand j'entends Christophe, j'ai l'impression d'entendre une méthode Coué. Au début de l'entretien, il était sur on est à la course, on est les derniers, il faut qu'on gagne la course, il faut qu'on vaccine plus vite. Après, il a évolué dans notre
notre entretien. Et c'est devenu une religion, avec des ornières en disant je veux pas regarder ce qui s'est passé dans les autres pays, je suis pas au courant et je veux pas le savoir. Alors c'est très grave parce qu'en fait, il se trouve que depuis Il n'a le pas dit début, ça, il n'a pas exactement dit non, ça, Alexandra. non, il a dit je connais pas ces chiffres-là, je ne les vois pas. Ben, enfin, ils sont juste ces plateformes publiques. Non, mais là, je comprends. Mais donc pour non, revenir mais c'est à ça- important parce que on a quand même fait un déni depuis le début, un déni de solution. Et ce déni de solution, c'est très grave parce qu'il y a des traitements et la prévention primaire, on n'en a pas assez parlé. Le suivi adapté avec les techniques les plus modernes et pas la PCR que je considère pas finalement très très moderne parce que mal appliquée. Les traitements précoces à différents niveaux, prophylactiques, préventifs, etc. Tout ça, on n'en a pas parlé. Mais on se dit, mais dans quel obscurantisme on est? Il y a quand même des pays qui ont des très très jolis bilans. C'est une vraie question, le traitement. Ah, mais oui, c'est la seule question. Non, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Je dirais que. Ah, mais pour moi, les traitements, absolument pas. Pour moi, quand je dis traitement, je parle aussi des vaccins. Ah, c'est-à-dire pour moi, c'est dans l'escarcelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit. Je suis la première à dire depuis le début. D'ailleurs, j'avais dit chez vous, André, j'avais dit on ne peut. Ce serait une aberration que de ne pas, à chaque fois qu'on a une nouvelle maladie infectieuse, essayer de développer une solution aussi vaccinale, en fait. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, c'est dans l'escarcelle. Ça veut dire se priver. Moi, je suis pas dans l'obscurantisme et je le refuse. Et donc, de la même façon que je ne veux pas être dans l'obscurantisme par rapport au vaccin, je ne veux pas non plus qu'on soit dans l'obscurantisme de nier toute la vérité qu'il y a sur les traitements et sur les résultats qu'on a pu voir jusqu'à présent. D'accord. Christophe Prudhomme, justement, on va revenir à d'abord cette question de liberté et cette question de traitement. Bon, l'interprétation de mes propos, moi je veux bien. Non, mais passons là-dessus. Non, mais je regarde la courbe. Et effectivement, depuis le 28 janvier, le nombre de morts en Israël diminue. Voilà. Bon, ah oui, on a un pic épidémique, absolument, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je veux bien, mais ça diminue depuis le 28 janvier. Quand on regarde un petit peu la cinétique de la vaccination, on voit bien qu'il y a un effet. Alors, le pic de mortalité, c'est un pic épidémique, je vous le savez. Je pourrais m'exprimer, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Voilà, donc en ce qui concerne l'obligation vaccinale, c'est contre-productif. C'est contre-productif en termes de santé publique, c'est-à-dire qu'il y a une époque où les gens acceptaient. Ça a été ce qu'on appelle la période hygiéniste, le XXe siècle, où la vaccination obligatoire, ça marchait bien, les gens acceptaient. Aujourd'hui, ce qui est le plus efficace, c'est de discuter et de convaincre. Et vous voyez, vous êtes contre l'obligation vaccinale. Oui, l'obligation vaccinale sera un échec. Vous savez ce qu'on propose aujourd'hui pour gagner effectivement un meilleur taux de couverture vaccinale chez les soignants les plus exposés et ceux qui ont des risques. On propose que la vaccination se fasse dans le service, voilà, entre collègues. Voilà, ça c'est important. Et puis surtout, je voudrais dire qu'on médiatise énormément. Vous voyez, on parlait tout à l'heure, vous avez cité le général Allione, que je connais bien, qui a stoppé la vaccination des pompiers. Mais attendez, comme on a stoppé la vaccination de nos personnels en Bretagne quand on a eu des effets secondaires. La question du bénéfice de la vaccination chez les moins de 50 ans aujourd'hui n'est pas avérée. Quand on est en bonne santé, c'est parce qu'on est exposé. Bon, on considère que c'est mieux de se vacciner. Plus tort que de bien. Voilà, c'est mieux de se vacciner pour être protégé, pour pas transmettre aux patients. Donc, on a vu que il fallait surtout pas vacciner l'ensemble d'un service en même temps. Autrement, on mettait 20% de gens au tapis. Quand on est pompier, ou infirmière et soignant dans un service, si le lendemain, il n'y a plus personne pour éteindre le feu, pour soigner les malades, ça pose un problème. Donc, c'est pas... Il y a eu un cas, effectivement, qui pose problème. Et puis, il y a surtout ces effets secondaires qui sont pas... qu'on connaît, c'est les mêmes que pour le vaccin de la grippe, qui vous mettent à plat pendant 24-48 heures avec une poussée de fièvre. Alors, mais qui n'ont rien de catastrophique. Tout à fait. Alors, voilà. Non, mais ça, on est d'accord. Mais alors, je voudrais juste qu'on aborde... On va continuer. L'histoire du traitement, parce que c'est vrai quand même que c'est une question qu'on peut se poser honnêtement, sans être pro ou anti ou quoi que ce soit. C'est vrai que pendant très longtemps, en tout cas, avant les vaccins, on a dit aux gens, écoutez, vous vous sentez pas bien, attendez, allez chez vous, prenez du paracétamol ou du Doliprane et attendez, et si ça va pas vraiment, appelez le 15. C'est vrai que l'histoire du traitement, et je parle vraiment au-delà de telle ou telle polémique, de telle ou telle personne, c'est vrai que, je ne sais pas, je voudrais avoir votre sentiment, Christophe Prudhomme, que la question du traitement, je parle précoce, le mot précoce. Le traitement aujourd'hui, on a bien amélioré la prise en charge des patients en leur administrant de l'oxygène très précocement.
Alors qu'avant, on les laissait à la maison. L'oxymètre, là, Non, de l'oxygène. De l'oxygène. Avant, on les laissait à la maison et ils ne venaient à l'hôpital que quand ils étaient vraiment gravement atteints. On sait qu'il faut les prendre en charge plus précocement, leur administrer de l'oxygène, des corticoïdes qui ont une efficacité, donc des médicaments assez simples, et pour certains, des antibiotiques quand il y a une surinfection. Mais on l'a pas fait pendant un moment. Oui, mais parce qu'on ne savait pas. Voilà, on nous a bassinés avec certains traitements miracles, alors qu'on avait des médicaments aussi très simples. Il a fallu apprendre. On s'est rendu compte que certains n'étaient pas efficaces, et puis d'autres, les corticoïdes, efficaces. Vous voyez, si on compare, moi, l'hydroxychloroquine, dans mon hôpital, au départ, on en a prescrit. Le protocole incluait l'hydroxychloroquine dans mon hôpital, à l'assistance publique, à Bobigny. Voilà, donc il n'y a pas qu'à Marseille. Sauf que quand on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être pas la bonne solution, on a arrêté. On a eu d'autres options avec les corticoïdes qui ont amené des effets. Donc aujourd'hui, on présente un certain nombre de médicaments. Moi, je suis plus suspicieux sur un certain nombre de médicaments qu'on nous présente comme des bénéfices pour les patients, parce que j'ai vécu ça ces dernières années avec l'industrie pharmaceutique qui nous proposait des médicaments miracles, puis on s'est rendu compte au bout de quelques années que finalement, ces médicaments n'étaient pas bons. Donc là, on a des essais avec les anticorps, les fameux anticorps monoclonaux. Moi, je suis assez étonné quand même qu'on se jette sur l'achat de très grandes doses de ces anticorps à des prix très élevés. C'est-à-dire que là, sans négocier avec le laboratoire, on a acheté pour 170 millions d'euros 100 000 doses d'un des anticorps monoclonaux. Bon, moi, si on continue une étude, moi je suis pour qu'on administre cet anticorps, mais dans le cadre d'une étude, pas pour que le laboratoire se fasse des couilles en or, quoi. Vous voyez, il y a un moment donné, il y a aussi ça, le problème aujourd'hui. On l'a beaucoup vécu, les laboratoires. Donc aujourd'hui, il faut tester tous les traitements à disposition, et les anticorps monoclonaux sont une piste assez intéressante. Il va falloir la valider. Mais il faut tester tous les traitements. Il faut tester tous les traitements, mais pour l'instant, malgré tous les tests qu'on a pu faire depuis un an, pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose de fantastiquement efficace. Il faut espérer que ça arrive, mais vous savez, contre les virus, c'est très compliqué. On n'a jamais trouvé de... contre le virus, il y a un des progrès fantastiques de ces dernières années, c'est l'hépatite C. On guérit de l'hépatite C, mais ça a pris du temps avant qu'on trouve le bon équilibre avec plusieurs antiviraux. Ça a pris du temps, on se demande si on n'a pas été trop vite, mais il le faut aussi. On se retrouve... Alexandra Yoncaude, Christophe Prudhomme, juste après ceci. Et avec vous qui nous appelez au 0826 300 300, évidemment, vous êtes très nombreux, vous avez beaucoup de questions sur les vaccins. Eh bien, on vous attend maintenant, on parle de tout et on vous répond. À tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et c'est à vous de prendre la parole, chers amis, chers auditeurs de Sud Radio. Tout de suite, on va à Paris. On donne la parole à Salim. Bonjour Salim. Oui, bonjour Salim. Bonjour à tous. Bonjour, merci. D'abord, je voudrais remercier Madame Yoncaude et André Berkoff d'être intelligents. Ça change. Christophe est intelligent. Alors attendez. C'est un grand plaisir. non, Christophe, sur la dernière intervention, je me disais, il n'y a pas un mot, à part le fait qu'il gommait, quand il disait qu'on était en redescente du pic épidémique, il gommait le fait qu'on avait quand même atteint un pic de mortalité le plus élevé. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas un mot que j'aurais dit différemment de Christophe dans toute sa dernière intervention. Voilà. Donc vous voyez il ne faut pas fustiger les uns et les autres. D'accord. Alors, je vais commencer par... je voudrais faire un rappel épistémologique de base. Je voulais commencer par un axiome qui est celui que les principes mathématiques ou ceux à l'œuvre dans les sciences dures ne peuvent pas être calqués dans le monde social, qui par essence est multifactoriel. Ce qui nous conduit à un réductionnisme dangereux et déshumanisant, ce qu'on constate maintenant. De plus, toute cette affaire, toutes ces histoires me rappellent finalement un livre que j'ai lu quand j'étais encore étudiant. C'est Histoire réelle d'une science prolétarienne de Lysenko. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, tout à fait. Et alors, actuellement, on pourrait transposer Histoire réelle d'une science macroniste, écrite par Macron, épidémiologiste en chef. Moi, voilà. Pour venir à ça... Ça veut dire, expliquez-vous. Ça veut dire qu'on arrive à la question de la fausse science. La fausse science qui est différente de la méconnaissance des méthodes scientifiques, qui a lieu dans les idéologies scientifiques, par exemple avec l'atomisme épicurien. Et ce que je remarque avec la plupart des médecins de plateau qui sont agaçants au possible, c'est qu'ils n'ont pas lu Bachelard. Donc, relisez Bachelard. Qui est un médecin et c'est un épidémiologiste, Bachelard. Dites-moi tout. Bachelard est un philosophe des sciences, un philosophe de la méthode géniale. Je sais. Et là, oui, je sais que vous savez. Et du coup,
ce qu'on remarque, c'est que bon, là j'en ai relevé 4 dans le discours de Monsieur Christophe, c'est 4 obstacles épistémologiques qui l'empêchent de construire une connaissance objective. Premièrement, allez-y, rapidement. Son expérience immédiate. On entend toujours « Oh, moi j'ai vu des morts, j'ai vu des hommes », mais vous êtes médecin, je vous rappelle, c'est normal. Deuxièmement, la volonté de généralisation abusive qu'on constate en permanence. 3, le refus, attention, hein, ça c'est important, le refus de la complexité du réel. Alors là, on est en plein dedans. Et 4e, l'obstacle lié à la connaissance quantitative, les chiffres. Et là, j'arrive à ma conclusion. Allez-y. J'appelle les médecins à arrêter de croire et à commencer à penser pour construire une connaissance objective du sujet. Observer, analyser, comparer, prouver. Sinon, nous tombons dans un danger démocratique réel. D'ailleurs, on y est. Hein. Je veux dire, là, on est carrément dans le totalitarisme. On ne peut pas être à demi-mot là-dessus sur ce genre de choses. Le passeport sanitaire, les QR codes, l'autocontrôle. Oui. Là, on revient. Non, mais on revient là. Vous posez un vrai problème. Les vaccins obligatoires. Juste le côté de le problème de la liberté. Mais je crois que Christophe Prudhomme vous a répondu sur le vaccin obligatoire. Attention au mot totalitarisme, tout ça, certes. Il faut relire Hannah Arendt. Oui. Si vous voulez, je vais à côté de moi, je peux ressortir la phrase. Non, mais Hannah Arendt. Je croyais qu'elle n'était plus là. Je croyais qu'elle nous avait quittés. Non, mais on peut relire tout. Non, mais on peut relire tous les classiques, on les connaît. Maintenant, il y a une situation de fait. Pas les médecins. Il faut aussi une situation de fait. Je pense que les médecins, quand même, il y en a peut-être qui pensent pas, mais il y en a beaucoup qui pensent aussi. Donc, il ne faut pas généraliser. Et les médecins ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y a autant d'avis que de médecins. Oui. Voilà. Donc, il faudrait le prendre en compte aussi. Voilà. Médecin de plateau télé. Oui, mais enfin... Je l'ai quand même dit. J'ai pas dit tous les médecins. Mais même... Madame Orion-Côte ne fait pas partie des médecins de plateau télé. Je tiens à le signaler. Elle travaille, ça se voit, ça s'entend, on comprend. Mais vous pouvez pas dire que Christophe Prudhomme et beaucoup d'autres ne travaillent pas. Vous voyez, il faut pas être blanc et noir, là. Faut pas être blanc et noir. Non, il faudrait qu'ils lisent davantage de philosophie ou qu'ils travaillent avec des philosophes. Alors, Christophe Prudhomme, vous ne lisez pas assez Hannah Arendt et Bachelard. Ici, mais je prends le temps aussi de lire les philosophes. Il y a une seule chose avec laquelle je suis d'accord, c'est sur la complexité de la situation. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir d'attitude tranchée et ayatolesque. Il faut analyser la situation. Toujours. Mais oui, parce que un certain nombre de mes collègues, laissez répondre. Un certain nombre de mes collègues ont des attitudes. Alors on peut les appeler très tranchées, dogmatiques, si le terme ayatolesque ne vous plaît pas. Mais il parlait pas de vous, il parlait de ses collègues médecins. Le problème aujourd'hui, c'est toujours, comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut toujours analyser la situation dans sa complexité avec la balance bénéfice-risque. Voilà. Et à partir d'un moment donné, vous savez, moi je suis urgentiste, il faut prendre une décision. Parce que quand on ne prend pas de décision et qu'on reste béat devant la complexité, eh bien le malade meurt devant vous. Là, je ne vous parle pas de l'épidémie, mais de mon métier d'urgentiste quand je prends en charge un infarctus, un accidenté de la route ou autre. Il faut savoir décider. Alors quand on décide, on peut parfois se tromper. Il faut accepter qu'on se trompe pour pouvoir réanalyser la situation et éventuellement infléchir sa décision, son comportement, parfois faire des virages à 180 degrés, ça c'est clair. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Si on veut rassurer un petit peu les citoyens, c'est qu'il n'y a pas de pensée unique. Et surtout, il faut savoir se remettre en question du jour à l'autre, parce que ce qu'il y a de fantastique dans cette épidémie, c'est que c'est la première fois qu'on a une vision en temps réel, mondiale, de ce qui se passe. Sauf que ça a des avantages, mais des inconvénients, parce qu'on est dans l'immédiateté aussi sur des événements qui sont des épiphénomènes et qui prennent peut-être trop d'importance à un moment donné par rapport à ce qu'ils représentent réellement, parce que c'est ça la complexité de la situation. Alors Alexandra Orion-Côte. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Christophe et je trouve que c'est et avec avec Salim qui pose les questions aussi en fait, parce qu'il y a du vrai dans tout ce qu'il dit. D'ailleurs, je suis sûr que Christophe partage un certain nombre de références de l'auditeur en question. Mais maintenant, pour la complexité, c'est Edgar Morin. Oui, pas seulement. Oui, c'est vrai. Non, mais pour revenir au problème, effectivement, c'est vrai que... Non, mais je crois, écoutez, vous êtes des personnes intelligentes. Il y a des choses qu'on peut poser en termes simples quand même. Oui, allez-y. Là, on est quand même face à une incohérence, qui est celle de vacciner une population en phase épidémique qu'on nous dit croissante,
je dis qu'on nous dit parce que le réseau Sentinelle nous fait des rapports contrastés et le rapport de l'OMS au niveau mondial nous montre qu'au contraire on est en baisse, en décrue spectaculaire de la pandémie. Donc il faut cependant, si on est en phase épidémique ascendante, on se retrouve exactement dans la configuration de nos amis anglais, israéliens et Émirats arabes unis. Et lorsqu'on a un R0 qui est supérieur à 1, d'habitude, on ne vaccine pas, ou alors en tout cas, on ne vaccine pas avec un vaccin qui ne traite pas. Par exemple, on pourrait prendre le vaccin contre la rage. Si vous êtes en phase épidémique qui monte, je crois que tout le monde tous les auditeurs peuvent comprendre, vacciner avec un vaccin qui traite, c'est pas une aberration. Et un vaccin qui n'empêche pas la transmission. Hélas, ce vaccin ni ne traite, ni n'empêche la transmission. Et qui plus est, nous le savons depuis longtemps, a des effets qu'on suspectait. C'est pour ça qu'on était légion scientifique et médecins à dire attention, alerte orange, et qu'on n'est pas totalement surpris de voir ce qu'on voit, phénomène d'ADE. Le phénomène de ces anticorps qui, au lieu de neutraliser le virus, vont faciliter. Donc, vous voyez, tout cela, quand l'auditeur parle de complexité, c'est des choses qui ont été mises, élaborées, traitées, mis en mots de façon simple depuis des années. Et je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup on change complètement toutes les règles de précaution, de vous dites que ça aurait dû prudence. prendre plus de temps, Alexandra. On va en reparler juste après ceci. Voilà. Je voudrais qu'on revienne effectivement au problème du temps et surtout au problème de la liberté également. Mais on va en parler. Et vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et juste une information qui date de 2 jours, la vaccination ne devrait pas être une condition préalable pour avoir accès au transport international. C'est l'aviation civile internationale qui s'oppose à la vaccination obligatoire. Le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile aligné sur la position de l'Organisation mondiale de la santé. Clémence. Alors, on va demander justement aux auditeurs ce qu'ils en pensent, et à Julien qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour. Bonjour André, bonjour Clémence et bonjour à vos 2 invités. Écoutez, je trouve votre débat très très intéressant. Effectivement, je voulais revenir sur une première chose de base qu'on entend régulièrement, mais vraiment, je sais que Sud Radio, vous avez tendance à le faire en général, mais je parle pour les plateaux télé et l'ensemble des médias, de demander systématiquement, quand un médecin prend la parole, qu'il donne ses conflits d'intérêts et qu'il jure évidemment sur l'honneur, parce que sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Déjà, c'était juste une petite parenthèse. On est tout à fait d'accord. Enfin, qu'il donne ses liens d'intérêt. Parce que... Moi, j'ai dit que j'avais pas de conflit d'intérêt et je jure sur l'honneur. Et moi aussi, je prends même pas d'argent aux patients parce que voilà, on ne leur demande même pas s'ils ont leur carte vitale quand on les prend en charge au SAMU, aux urgences dans mon hôpital. Donc, voyez. Ce qui fait que Christophe peut même pas m'inviter à prendre un verre. Voilà, mais si, il le fera. Mais effectivement, je voulais revenir. Alors, effectivement, les vaccins, c'est quand même un sujet qui est assez polémique, on peut le dire. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, je suis pas spécialement anti-vaccin. Je pense que c'est évidemment une réponse, mais il faut pas s'arrêter à ça. J'ai pu regarder les dernières données du professeur Raoult qui fait tant polémique. Quand on est objectif, si on regarde vraiment les chiffres des études mondiales et des données mondiales, on voit quoi ? 2/3 de la planète utilise l'hydroxychloroquine. Et on voit une carte ensuite qui publie, c'est pas moi qui le dis, on peut reprendre sur son site de l'IHU de Marseille, on voit le nombre de morts en réalité, donc les données brutes, ouais. C'est saisissant. Vous avez l'Amérique du Nord d'un côté et l'Europe qui ont des nombres de morts absolument énormes, et de l'autre côté vous avez l'Asie, l'Afrique et dans une moindre mesure l'Amérique du Sud qui ont un nombre de morts beaucoup moins important. Donc il y a un moment donné, moi je veux bien que ça ne marche pas, mais enfin je trouve ça quand même étonnant. Je voudrais quand même rajouter une chose sur ce point, sur les traitements. Bon, l'ivermectine, une vingtaine d'études, dont des études canadiennes, prouvent que ça fonctionne, ça coûte très peu cher, il n'y a pas d'effet secondaire. Et par contre, les anticorps monoclonaux qui sont toujours en phase 2, mais dont on apprend, c'est pas moi qui le dis, c'est François qui le dit, la famille Lilly, vous avez la mère au comité de direction Lilly, le père député La République En Marche, la fille au pôle santé de Matignon, le mari directeur de la RSI de France et le frère au cabinet de l'Élysée. Oui. Donc si avec ça, il n'y a pas des problèmes de conflit d'intérêts, écoutez, moi je veux bien, je sais pas ce qu'il faut faire, hein, mais... Ouais. Ça devrait alerter tout le monde quand même en étant de bonne foi.
Non, effectivement, en fait, là, Julien pose une question quand même qui n'est pas du tout négligeable, qui est effectivement, on se demande, il y a eu quand même un certain nombre de choses qui ont été lancées et qui ont été, encore une fois, pas par vous, Christophe Prudhomme, pas par X ou par Y, mais qui ont été balayées d'un revers de main. C'est-à-dire, par exemple, juste une question, la question que Alexandra vous a posée sur l'hydroxychloroquine, je voudrais la poser sur l'ivermectine. Vous avez essayé l'ivermectine? Oui, l'ivermectine, elle est prescrite aujourd'hui. Elle est prescrite. Dans un certain nombre de patients, oui, Ouais. bien sûr. Et donc, on poursuit les études sur ces médicaments. Ouais. Mais il y a eu cette polémique autour de l'hydroxychloroquine. Voilà. Moi, je pense que c'est une erreur d'avoir interdit la prescription de l'hydroxychloroquine. On a le droit de prescrire ce qu'on veut, c'est le rapport bénéfice-risque, et après, on assume ses responsabilités. D'autre part, il faut quand même savoir qu'on ne travaille pas tout seul quand on prend en charge un malade. C'est une équipe. Voilà, donc il faut quand même, on discute. Ouais. Et encore, il y a 2 jours, j'ai pris en charge un malade qui avait bénéficié d'une prescription d'ivermectine. Voilà, aujourd'hui, il ne faut pas se bloquer. On teste plein de médicaments, il y a des stratégies différentes d'un pays à l'autre, on apprend en marchant. Par contre, attention, il n'y a pas, les vaccins sont tout mauvais et il y a des médicaments miracles. C'est pas aussi simple que ça. Voilà, donc on continue à vacciner et il faut qu'on produise encore plus de vaccins avec des technologies différentes pour qu'on arrive à trouver la bonne solution, sachant que l'hiver prochain, avec les variants, il faudra souvent de nouveaux vaccins. Hein, oui, et parce qu'on ne sait pas encore combien de temps on a des anticorps, la durée d'efficacité des vaccins, etc. Donc vive les labos. Oui, alors dites-moi, c'est fabuleux, je vous entends, je vais aller prendre des actions dans les labos. À chaque fois. Mais vous savez, moi, je suis là pour prendre des actions dans les labos. Je suis aujourd'hui pour qu'on puisse contrôler l'industrie pharmaceutique et que les médicaments deviennent un bien public mondial. Qu'aujourd'hui, on fasse tomber les brevets, comme il y a l'OMC le préconise dans les situations de crise, pour qu'on puisse avoir accès au contenu des brevets et des recherches en intégralité, et qu'on puisse produire les bons produits au bon moment, au meilleur coût pour la population, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour l'ensemble de la planète, parce que l'industrie pharmaceutique est aujourd'hui l'industrie la plus rentable du monde. Quand je lis les Échos le matin et que j'apprends que Pfizer va augmenter son chiffre d'affaires de 40% et que Moderna, qui n'existait pas, va faire 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année, c'est pas ça ma problématique. Ma problématique, c'est effectivement, vous savez, au SAMU, notre problème, c'est de pouvoir continuer à acheter des médicaments. On utilise 30 médicaments qui coûtent pas cher. Pouvoir continuer à acheter ces médicaments parce qu'ils coûtent tellement peu cher. On les utilise depuis des années, ils sont très efficaces parce que ça ne rapporte rien à l'industrie et qu'ils les mettent effectivement en rupture. C'est ça le problème. Donc il y a une suspicion vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui qui est légitime et c'est un véritable problème. Il faut parler de ces problèmes-là et pas se bloquer sur l'hydroxychloroquine d'un côté, l'ivermectine, les vaccins. Comment contrôlons-nous aujourd'hui l'industrie pharmaceutique? Ça, c'est un enjeu majeur et ça évitera les conflits d'intérêts. Eh bien, écoutez, c'est une bonne avancée, effectivement. Quand je rappelle aussi que les laboratoires ont signé des contrats avec l'Union européenne, comme quoi ils ne sont pas responsables des effets secondaires de leurs vaccins et de leurs doses. Alexandra. Bah oui, c'est tout le problème quand même. Et alors, il y a ce qui se passe à l'hôpital, Christophe, et puis il y a ce que je connaissais moins, moi, jusqu'à présent, ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur, au niveau privé, c'est que quand même, il y a des systèmes de vigilance au niveau des pharmacies qui sont mis en place pour dénoncer ou signaler tout prescripteur actuellement d'ivermectine, d'hydroxychloroquine. Donc, on est quand même dans un système un petit peu curieux. De surveillance, quoi. De surveillance. Aujourd'hui, on peut la prescrire sans aucun problème, l'ivermectine. Il n'y a que l'hydroxychloroquine. Ça sera signalé au système de mésange mis en place. Donc, quand vous dites aucun problème, je ne suis pas sûre que ce soit aucun problème. Alors moi, sur l'ivermectine... L'assurance maladie a accès à toutes les prescriptions des médecins. Oui, ça c'est clair. Ouais. Je trouve qu'au niveau mécanistique, je suis particulièrement séduite par l'ivermectine qui a une mortalité qui semble divisée par 5, d'une méta-analyse de 32 études avec 14 randomisés et contrôlés. Ça fait quand même pas mal, un bilan assez positif. Et surtout, au niveau mécanistique, moi ce que j'aime sur l'ivermectine, c'est qu'il permettrait d'être justement dans non seulement l'objectif de diminuer la charge virale, mais aussi de marcher contre différents variants.
parce que sa façon de marcher, ce serait d'interrompre le lien entre la protéine spike et la protéine spike qui entoure le virus, pour que les gens comprennent bien, et nos récepteurs. Donc ça, c'est quand même très très chouette, parce que ça veut dire que ça peut marcher en prophylactique, ça veut dire que ça peut marcher en phase précoce, et ça veut dire aussi que ça semble marcher, et ça c'est des études que j'ai lues, dans les formes longues. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Aussi, il faut quand même pouvoir traiter ces formes longues. C'est pas les vaccins qui vont traiter ces formes longues. En fait, ce que vous dites, c'est que il faut finir avec la meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, qu'il y ait véritablement des études, des ouvertures, et puis ne pas opposer la pratique à la théorie, c'est complètement imbécile. Le problème, c'est complètement imbécile. Et c'est même là, aujourd'hui, c'est pire qu'imbécile. Je vais aller plus loin. C'est aujourd'hui, compte tenu du bilan que je vous ai dressé de la situation, si on fait l'autruche en disant, je veux pas regarder qu'il y a eu le pic le plus meurtrier en Autriche, en Israël, je veux pas regarder qu'il ait eu en Angleterre, je veux pas regarder qu'il ait eu lieu en mes Émirats arabes unis, c'est de l'obscurantisme dangereux qui nous met en danger. Là, actuellement, on a quoi? On a le choix entre deux choses. L'immunité naturelle. Vous êtes trop péremptoire, c'est pas de l'obscurantisme. Je vous ai dit que ces pics, là, effectivement, il n'y a pas de relation cause à effet. Donc, essayez pas de travestir les choses. Aujourd'hui, ce pic est passé en Israël. On est revenu à une mortalité qui est inférieure à celle qui a été même connue à la fin de l'été. On ne peut pas dire qu'elle soit passée non plus, parce que, en tout cas, Israël, moi, je suis Voilà, c'était fin janvier le pic, à un moment où la vaccination prenait son essor. Maintenant, c'est ça, ça veut dire un mois, ça veut dire population est vaccinée, ça diminue. Rappelez-moi combien de temps a duré notre pic si ça redémarre, mais pour l'instant, c'est ça la réalité quand même. Moi, je ne fais pas de temps sur la comète, mais quand même, c'est ça la réalité. Christophe, rappelez-moi combien de temps a duré notre pic épidémique au printemps. Les pics épidémiques, ils durent très peu de temps, ce qui fait qu'on utilise, les courbes peuvent se superposer, et d'un côté comme de l'autre, on peut dire n'importe quoi. Vous pouvez développer votre théorie, et de l'autre côté, on nous explique que le confinement le week-end est efficace. C'est tout, voilà, moi je regarde les choses. Je dis d'un côté que ce que vous dites n'est pas vrai, comme ce que dit le gouvernement n'est pas vrai, le confinement le week-end n'a aucun effet sur la courbe épidémique. Christophe, on est en train d'essayer de faire en sorte que l'autorisation de mise sur le marché qui n'a pas eu lieu pour aucun de ces vaccins ne soit pas en train de se transformer en France comme une autorisation de mise en danger de la vie d'autrui. Il ne faudrait pas que cette AMM qui n'a pas été donnée à ces vaccins. Tout médicament met la vie d'un patient en danger. Vous prenez du paracétamol. Et là, en l'occurrence, statistiquement, quand vous prenez du paracétamol, vous pouvez faire une nécrose aiguë de votre foie et être candidat à la greffe cardiaque avec du paracétamol. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se trouve que des bases américaines qui ont quand même plus largement vacciné que nous, et nous avons ces chiffres qui disent, attention, 15 fois plus d'augmentation des fréquences de décès dans les états indésirables. D'accord, on vous réconciliera pas. Vous êtes chacun sur vos positions. Mais j'aimerais quand même aller un petit peu plus loin. On va revenir là-dessus. On va refaire des débats. Malheureusement, on n'aura plus le temps. Malheureusement, c'est la radio. Il y a un certain timing, mais franchement, on a pu quand même pas mal développer les choses. Merci parce et qu'on pas mal a le temps de débattre et de discuter chez vous, et je vous en remercie, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de médias. Merci à vous. Et merci aussi. Ouais. Moi, je me joins encore une fois à Christophe, sauf sur le bilan non, mais j'aimerais vraiment. Écoutez, là, il y a une mise en danger Alexandra, tant que ce ne sera pas un dépôt de bilan, tout ira bien. Je vous promets, il n'y aura pas de dépôt de bilan. En tout cas, merci à nos deux invités, Alexandra Orion-Caude et Christophe Prudhomme, d'être venus débattre justement et discuter de ces sujets importants. Dans quelques instants, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye qui parle de colère. À tout de suite.